Bonjour à toutes et à tous, fins tacticiens et amoureux du football international et bienvenue dans cette nouvelle édition d'analyse approfondie sur Can Inside. Alors que l'horloge tourne inexorablement vers le grand rendez-vous mondial nord-américain et que nous sommes en pleine trêve internationale de ce mois de mars, l'heure n'est plus aux simples expérimentations sans lendemain. Le temps presse, les certitudes doivent s'affiner et les listes définitives commencent déjà à se dessiner dans l'esprit des sélectionneurs. Aujourd'hui, notre regard analytique se pose sur une affiche qui, sur le papier, fleure bon le parfum d'une véritable rencontre de Coupe du Monde. Le choc intercontinental opposant les éléphants de la Côte d'Ivoire, récents et fiers champions d'Afrique, à la vaillante et rugueuse formation de l'Écosse. Ce duel, programmé ce soir à 20h30, dépasse très largement le simple cadre de la joute amicale de courtoisie. Il s'agit d'une authentique répétition générale d'un test grandeur nature, où les deux nations vont chercher des réponses cruciales face à des profils diamétralement opposés. Pour comprendre la quintessence de cette rencontre, il est fondamental de se pencher sur la configuration des groupes qui attendent ces deux sélections lors du mondial. Le choix de cet adversaire par les différentes fédérations relève d'une logique sportive implacable. Du côté ivoirien, le sélectionneur Emers Faé et son staff technique ont parfaitement conscience de la montagne qui se dresse devant eux. Placés dans une poule particulièrement relevée, les éléphants devront croiser le fer avec l'Équateur, le Curaçao, mais surtout l'ogre allemand, l'une des nations les plus puissantes et structurées du continent européen. Dans cette optique de préparation millimétrée, se frotter à l'Écosse constitue le crash test absolu. La sélection britannique offre un football fait d'intensité, de rigueur tactique, de duels âpres au milieu de terrain et d'une verticalité typiquement européenne. Affronter les Écossais, c'est s'offrir un avant-goût de l'adversité athlétique et de la discipline que l'Allemagne imposera inévitablement. C'est l'occasion rêvée pour les Ivoiriens d'étalonner leur résilience physique et leur capacité à ressortir les ballons sous une pression intense. Mais le miroir de cette préparation est tout aussi fascinant du côté écossais. La Tartan Army, dirigée d'une main de maître par Steve Clarke depuis 2019, s'apprête à retrouver les frissons d'une phase finale de Coupe du Monde, une ivresse qu'elle n'avait plus connue depuis l'édition française de 1998, soit une éternité de 28 ans d'attente douloureuse pour ce peuple viscéralement attaché au football. Pour ce grand retour sur la scène suprême, le tirage au sort ne leur a fait aucun cadeau, les plaçant dans un groupe brûlant aux côtés du Brésil, de Haïti et surtout des Lions de l'Atlas du Maroc, demi-finalistes héroïques de la dernière édition. Pour l'Écosse, la mission est donc de se préparer à la vivacité, à l'explosivité et à la technique redoutable des grandes nations africaines. Quel meilleur sparring partner pouvait-il espérer que la Côte d'Ivoire, l'équipe championne d'Afrique en titre? Ce match est pour eux une opportunité dorée de se mesurer à la puissance athlétique et au talent brut d'une sélection africaine de premier plan afin de calibrer leur système défensif avant d'affronter les attaquants marocains. Enfin, il est impossible d'analyser les prémices de cette rencontre sans évoquer le contexte géographique et environnemental dans lequel elle va se dérouler. Ce choc ne se jouera ni à Abidjan ni sur un terrain neutre totalement aseptisé, mais bien dans l'antre d'Everton en Angleterre. Ce détail logistique est d'une importance capitale dans l'appréhension du rapport de force. Bien que la rencontre ne se déroule pas formellement sur le sol écossais, la proximité géographique et culturelle fait de ce match une rencontre disputée quasiment à domicile pour les hommes de Steve Clarke. De très nombreux joueurs de l'effectif écossais évoluent chaque week-end en première ligue anglaise. Ils connaissent par cœur la texture de ces pelouses britanniques, l'humidité ambiante, l'acoustique de ces stades de légende et le rythme effréné que ce type d'environnement exige. Face à une équipe de Côte d'Ivoire qui, bien que composée de joueurs de classe mondiale évoluant en Europe, reste en phase de reconstruction et de rodage après la désillusion récente face à l'Égypte, défaite 3-2, ce cadre résolument britannique pourrait bien constituer un avantage psychologique et athlétique non négligeable pour l'Écosse. C'est dans cette arène survoltée que les éléphants vont devoir prouver qu'ils ont le cuir assez solide pour conquérir le monde. Au cœur de cette préparation extrêmement exigeante, l'attention médiatique et populaire se cristallise inévitablement autour des choix forts opérés par le sélectionneur ivoirien Emers Faé. Après le récent revers concédé face au pharaon d'Égypte, une défaite 3-2 qui a mis en lumière certaines largesses défensives, mais surtout un besoin urgent de renouveau dans l'animation, le technicien a décidé de trancher dans le vif. La liste convoquée pour cette fenêtre internationale de mars marque un tournant assumé, une volonté manifeste d'injecter du sang neuf et d'élargir le spectre des possibilités tactiques. Si le sacre héroïque lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations disputée
disputée à domicile, restera à jamais gravée dans le marbre de l'histoire du football ivoirien. Faé, en homme pragmatique et d'une grande lucidité, a parfaitement identifié les signaux d'essoufflement que son groupe a pu émettre durant le tournoi. Le titre continental a agi comme un merveilleux baume, voire un cache-misère sur certaines carences structurelles évidentes. La projection vers l'exigence suprême d'une phase finale de Coupe du Monde nécessite impérativement une cure de jouvence et une revitalisation de l'effectif. C'est très précisément dans cette optique de renouvellement que s'inscrit la convocation très commentée de nouveaux visages sur le front de l'attaque, à l'instar d'Eli Wahi et de Martial Godot, couplés au retour extrêmement précieux du virevoltant Simon Adingra. Sur le plan purement sportif et analytique, l'intégration d'un profil offensif comme celui d'Eli Wahi répond à un besoin tactique criant. Les observateurs les plus assidus n'ont pas manqué de souligner que durant la campagne victorieuse de la CAN, le poste de numéro 9 a souvent été le talon d'Achille de l'animation offensive ivoirienne. Les prestations d'un Jean-Philippe Crasso ou encore les tentatives passées d'intégration de profils comme Wilfried Zaha dans l'axe n'ont pas toujours apporté les garanties espérées en termes de points d'ancrage, de profondeur et de finition clinique. L'arrivée d'un attaquant explosif, capable de multiplier les courses et d'offrir une véritable présence athlétique dans la surface de réparation, s'apparente donc à une excellente pioche pour diversifier l'arsenal offensif des éléphants face à des blocs européens denses et regroupés. Cependant, si la logique purement sportive de ces convocations semble difficilement contestable sur le papier, elle a immédiatement ravivé l'un des débats les plus épineux, passionnels et clivants du football africain contemporain, la gestion et l'intégration tardive des joueurs binationaux. L'arrivée de ces talents, souvent formés dans les prestigieuses académies européennes et ayant parfois flirté avec les sélections de jeunes des pays occidentaux, suscite une fracture profonde au sein de l'opinion publique et parmi les puristes. Le cœur du problème ne réside évidemment pas dans le talent intrinsèque de ces footballeurs, mais bien dans le calendrier de leurs décisions, qui est très souvent perçu comme un opportunisme de circonstances flagrant. Pour de nombreux supporters et analystes, le choix de rejoindre la sélection nationale africaine, juste à l'aube d'une compétition aussi prestigieuse et médiatisée que la Coupe du Monde, manque cruellement de sincérité et de profondeur émotionnelle. Ce ressentiment s'articule autour d'une narration bien connue, douloureuse et régulièrement dénoncée sur les plateaux. Celle du joueur binational qui, après avoir ardemment espéré et patienté pendant des années pour une convocation en équipe de France ou d'une autre nation européenne majeure, finit par se rabattre sur son pays d'origine par simple défaut, une fois l'évidence d'un plafond de verre acté au niveau de ses performances en club. Les critiques fusent logiquement à l'encontre de ces profils qui semblent se découvrir une ferveur patriotique soudaine et un amour inconditionnel pour la terre de leurs ancêtres, uniquement lorsque les portes de Clairefontaine se ferment définitivement et que la vitrine dorée d'un mondial nord-américain se présente à l'horizon. Ce mariage de raison, dicté par des intérêts de plan de carrière sportive, plutôt que par un véritable appel du cœur ou un amour du maillot, froisse légitimement l'amour-propre de ceux qui chérissent l'attachement inconditionnel à la nation. Néanmoins, pour Emers Faé, la réalité implacable du terrain et l'urgence absolue du résultat priment sur ses considérations romantiques. Son mandat est clair, bâtir la machine de guerre la plus compétitive possible pour sortir vivant d'un groupe mondialiste terrifiant. Et si cela passe par l'absorption de talents binationaux revanchards, le sélectionneur assume totalement d'endosser le mauvais rôle pour garantir la survie de la Côte d'Ivoire. Si l'intégration de nouveaux atouts offensifs et le débat passionné, parfois électrique, autour de la convocation des binationaux monopolise une grande partie de l'attention médiatique ivoirienne, le véritable nœud gordien de cette sélection se situe incontestablement un cran plus bas, au cœur de la salle des machines. Dans le football moderne, la bataille du milieu de terrain dicte de manière impitoyable la physionomie d'une rencontre et c'est précisément dans ce secteur névralgique que les éléphants suscitent les interrogations les plus légitimes et les plus profondes à l'aube de cette Coupe du Monde. Le sacre continental obtenu à l'arraché à domicile a magnifié le courage, la force mentale et la résilience d'un groupe exceptionnel, mais l'ivresse de la victoire ne doit en aucun cas occulter une réalité physiologique implacable avec laquelle Emers Faé va devoir
composé, le cœur du jeu ivoirien est indéniablement vieillissant. Lorsque l'on se penche avec une loupe analytique sur le profil des cadres qui composent cet entrejeu, le constat sportif est saisissant et appelle à la prudence. Des joueurs emblématiques comme Franck Kessié, Jean-Michel Seri ou encore Seko Fofana ont rendu des services incommensurables à la nation. Ils incarnent l'âme, l'expérience et le leadership de cette équipe. Cependant, l'exigence athlétique d'une phase finale de Coupe du Monde, avec des rencontres à très haute intensité qui s'enchaînent tous les 3 ou 4 jours, sous des climats parfois éprouvants, ne pardonne absolument aucun déclin physique. Le cas de Jean-Michel Seri est à ce titre le symbole parfait de ce cruel dilemme tactique. Intrinsèquement, par son QI football, il demeure le joueur le plus intelligent, le véritable dépositaire du tempo, celui qui possède la meilleure vision périphérique et la qualité de passe la plus soignée de tout l'effectif ivoirien. Mais à son âge, avec le poids des saisons dans les jambes, peut-on décemment exiger de lui qu'il soutienne l'impact de bout en bout, qu'il ratisse des ballons avec agressivité et qu'il gère les redoutables transitions défensives face à des adversaires survoltés pendant 90 minutes pleines? La réponse est logiquement négative. De même, un Ibrahim Sangaré, au profil pourtant plus athlétique, peine de manière récurrente à trouver son positionnement idéal et sa constance dans l'équilibre de ce système. Face à la vivacité égyptienne lors de la récente défaite en préparation, ce milieu de terrain a montré des signes évidents de lourdeur, subissant les vagues adverses avec un temps de retard particulièrement pénalisant. Et c'est très exactement sur ce point de rupture potentielle que le test grandeur nature de ce soir face à l'Écosse prend tout son sens et toute sa dangerosité. Car s'il y a bien un secteur de jeu où la Tartan Army excelle, étouffe et surclasse un grand nombre de ses adversaires, c'est dans la densité de son milieu de terrain. La formation britannique se présente sur la pelouse avec une véritable armée de guerriers rompus aux joutes infernales et à l'intensité suffocante de la première ligue anglaise. On parle ici de profils hautement athlétiques, généreux dans l'effort et redoutablement tranchants. Le danger numéro 1 se nomme évidemment Scott McTominay. Le joueur de Manchester United est littéralement métamorphosé lorsqu'il enfile la tunique de sa sélection, capable de se projeter dans la surface adverse avec un flair de buteur exceptionnel, comme il l'a prouvé lors des éliminatoires de l'Euro, tout en imposant un défi physique constant dans l'axe. À ses côtés, l'inusable capitaine d'Aston Villa, John McGinn, véritable chien de garde et harceleur infatigable, ou encore Ryan Christie, apporte un volume de course et une agressivité qui risquent de harceler sans relâche les relanceurs ivoiriens. Si le milieu de terrain de la Côte d'Ivoire ne parvient pas à hisser son niveau d'intensité pour répondre coup pour coup à l'impact athlétique de ces Écossais, on imagine très mal comment il pourrait survivre face à la machine broyeuse de l'Allemagne dans quelques semaines. Heureusement pour le sélectionneur Emers Faé, si son milieu de terrain navigue actuellement en eau trouble, il peut s'appuyer sur une certitude absolue, un véritable mur de béton armé érigé devant sa surface de réparation. La défense ivoirienne est aujourd'hui l'une des plus impressionnantes et des plus solides du football mondial. Sur le papier, c'est un vivier de talents monumentaux qui a de quoi rassurer tout un pays, même dans la tempête. Avec une charnière centrale composée de monstres physiques, athlétiques et tactiques, tels qu'Evan Ndika et Odilon Kosunu, fermement épaulés par la solidité d'un Emmanuel Agbadou et l'expérience toujours précieuse de Ghislain Conan sur les flancs, les éléphants disposent d'une arrière-garde de très haut niveau, rodée aux exigences des plus grands championnats européens. C'est très précisément cette base défensive impénétrable, cette assurance tout risque, colmater les éventuelles brèches laissées par un milieu de terrain en souffrance et maintenir l'équipe à flot face aux assauts verticaux de l'Écosse. Le succès des éléphants passera inévitablement par l'héroïsme de ces gardiens du temple. Si la forteresse défensive ivoirienne offre d'incontestables garanties et que le chantier du milieu de terrain soulève de légitimes inquiétudes face à l'impact physique britannique, le salut des éléphants dans cette rencontre passera inévitablement par la virtuosité, l'imprévisibilité et le cynisme de son animation offensive. Dans ce secteur de jeu spécifique, où la fulgurance individuelle permet souvent de déverrouiller les blocs les plus hermétiques, deux noms monopolisent actuellement l'attention des observateurs et cristallisent les débats passionnés au pays. Nicolas Pepe et Simon Adingra. Deux profils radicalement différents, aux trajectoires diamétralement opposées au sein de la sélection, mais qui détiennent incontestablement entre leurs pieds les clés de l'animation offensive imaginée par le sélectionneur Emers Faé pour contourner la rugueuse muraille écossaise. Le cas de Nicolas Pepe est à lui seul un véritable roman feuilleton qui fascine autant qu'il divise l'opinion publique ivoirienne. Son retour au sein du groupe pour cette fenêtre internationale de mars n'est pas le fruit d'une convocation initiale mûrement réfléchie par le staff
staff technique, mais bien la conséquence directe et pragmatique du forfait sur blessure du jeune défenseur Diomandé, touché à l'épaule. Ce retour par la petite porte, dicté par les urgences de l'infirmerie, soulève d'immenses interrogations sur la gestion humaine et tactique d'Emers Faé. Faut-il y voir une simple rustine de circonstances ou une véritable main tendue vers un joueur en quête de rédemption? Car l'histoire récente de Pépé avec les éléphants a été lourdement entachée par des polémiques extrasportives, notamment une tristement célèbre vidéo diffusée sur les réseaux sociaux qui l'avait logiquement éloigné de la sélection et privé de la glorieuse épopée de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Une marginalisation douloureuse pour un joueur dont le talent intrinsèque n'a jamais été remis en question. Cependant, le football de très haut niveau offre toujours de magnifiques opportunités de résurrection et Nicolas Pépé semble aujourd'hui avoir toutes les cartes en main pour écrire un nouveau chapitre. L'ailier a retrouvé de sa superbe, de sa percussion et de sa justesse technique. Conscient que le train pour la Coupe du Monde nord-américaine est peut-être en train de passer pour la toute dernière fois devant lui, Pépé n'a plus le moindre droit à l'erreur. Il devra capitaliser sur chaque minute de temps de jeu que le sélectionneur daignera lui accorder, se fondre dans le moule collectif et prouver par des actes forts sur le rectangle vert que son talent peut redevenir un atout majeur plutôt qu'une source de distraction. S'il parvient à canaliser cette frustration en énergie positive, son profil de faux pied capable de repiquer dans l'axe pourrait faire de terribles ravages. À l'opposé du spectre psychologique, on retrouve l'incontestable facteur X de cette équipe, le véritable chouchou du public et l'arme fatale d'Emers Faé, Simon Adingra. Si certains consultants ont pu s'emmêler les pinceaux sur le plateau en évoquant son absence, personne n'a oublié l'impact dévastateur qu'il a eu lors de la dernière CAN, s'imposant comme le dynamiteur en chef et le sauveur providentiel. En témoigne son but d'anthologie face au Mali en quart de finale. Son retour en pleine possession de ses moyens physiques, fort d'une saison éclatante sur le rocher avec l'AS Monaco, est une véritable bénédiction pour l'animation ivoirienne. Adingra représente tout ce que les défenses britanniques détestent affronter. Un centre de gravité très bas, une explosivité foudroyante sur les premiers mètres, une capacité de dribble déroutante dans les petits espaces et surtout une lucidité chirurgicale dans le dernier geste, qualité rarissime pour un ailier de débordement. Face à une défense écossaise très regroupée, souvent composée d'une ligne de 5 joueurs extrêmement disciplinés sur le plan tactique, avec des éléments d'expérience comme le capitaine Dandy Robertson, le jeu de possession stérile ou les longs ballons aériens seront voués à l'échec. C'est très précisément là que le rôle de Simon Adingra deviendra vital. Par sa faculté à provoquer des 1 contre 1 systématiques, à casser les lignes par la course et à créer des décalages sur les flancs, il sera le joueur chargé de désorganiser le bloc de la Tartan Army. Si l'ailier monégasque parvient à isoler ses vis-à-vis et à faire parler la foudre sur son côté, il offrira un boulevard d'opportunités à des joueurs comme Eli Wahi ou Evan Guessant dans la surface de réparation. L'équilibre entre la quête de rachat d'un Nicolas Pépé et la virtuosité technique d'un Simon Adingra constitue sans le moindre doute la clé de voûte de la victoire ivoirienne dans ce choc intercontinental. Au terme de cette analyse, décortiquant les moindres rouages tactiques, les choix d'hommes et les enjeux géopolitiques de cette rencontre, il convient de replacer ce choc intercontinental dans sa perspective la plus globale, celle de la dynamique de groupe. Pour la sélection de la Côte d'Ivoire, affronter l'Écosse sur le sol britannique n'est pas une simple formalité amicale que l'on expédie pour honorer des contrats de sponsoring. C'est un véritable test de caractère, un baromètre psychologique d'une importance capitale à l'approche de la Coupe du Monde. Dans le sillage d'une défaite riche en enseignements face à l'Égypte, 3-2, et d'un calendrier de préparation extrêmement dense, les hommes d'Emers Faé ont un besoin viscéral d'engranger des certitudes. Le football de très haut niveau est une science inexacte où la confiance dicte souvent la loi. Une contre-performance ce soir marquée par une incapacité à répondre aux défis physiques écossais instillerait inévitablement le venin du doute dans l'esprit des joueurs et de la presse nationale. À l'inverse, une prestation majuscule, solide et solidaire face à une formation européenne aussi rugueuse validerait les choix forts du sélectionneur, notamment l'intégration des binationaux et le retour des bannis, et cimenterait définitivement l'union sacrée d'un groupe prêt à conquérir le continent américain. C'est précisément cette incertitude, ce délicat point de bascule, qui rend l'exercice des pronostics aussi périlleux que passionnant pour nos experts présents en plateau. Lorsque l'on confronte les visions analytiques de notre équipe, le consensus qui s'en dégage est celui d'une rencontre extrêmement accrochée, un véritable combat de tranchées où le milieu de terrain fera office de no man's land.
Pour Stéphane, dont l'analyse se porte volontiers sur l'âpreté des duels, il ne faut s'attendre ni à une promenade de santé, ni à un festival offensif débridé. Il prédit un match haché par les fautes tactiques, par l'intensité suffocante des Écossais et par les tentatives ivoiriennes de casser le rythme frénétique imposé par la Tartan Army. Dans cette configuration de lutte âpre et physique, il envisage un score de parité logique, un 1-1, qui reflèterait la neutralisation mutuelle des deux blocs équipes. Une vision de la rencontre que vient nuancer Tim, notre second expert, qui privilégie quant à lui l'instinct offensif et les fulgurances individuelles qui composent les deux effectifs. Bien qu'il reconnaisse l'immense difficulté de départager ces deux nations aux arguments si contrastés, il anticipe une rencontre beaucoup plus ouverte, où les largesses défensives potentiellement générées par la fatigue ou le manque d'automatisme, notamment dans l'entrejeu ivoirien, pourraient ouvrir les vannes du spectacle. Son pronostic s'oriente vers un prolifique 2-2, un résultat qui mettrait en lumière le pouvoir de frappe des attaquants tout en soulignant les chantiers défensifs restant à peaufiner des deux côtés. Enfin, la voie de la froideur pragmatique est portée par Imad. Prenant en considération l'ensemble des paramètres extérieurs, la familiarité des Écossais avec les conditions climatiques britanniques, la ferveur exceptionnelle d'une nation qui attend son retour en Coupe du Monde depuis 1998 et surtout cette fameuse supériorité athlétique pressentie dans le cœur du jeu avec des profils comme McTominay ou McDean, il n'hésite pas à placer l'Écosse dans le costume de favori de cette confrontation. Selon son analyse tranchée, la dimension physique imposée par les hommes de Steve Clarke finira par faire craquer l'édifice ivoirien dans la durée, l'amenant à pronostiquer une victoire écossaise sur le score étriqué mais significatif de 2-1. Ce choc entre l'Écosse et la Côte d'Ivoire est donc bien plus qu'une affiche de gala. C'est un laboratoire d'expérimentation tactique, une collision de styles et un formidable amuse-bouche avant le grand festin de la Coupe du Monde. L'heure des discours est désormais révolue, la vérité appartient exclusivement au rectangle vert. Les éléphants devront enfiler le bleu de chauffe, faire preuve d'une résilience à toute épreuve et s'en remettre à la magie de leur soliste offensif pour faire vaciller les fiers Highlanders. Et vous, chers passionnés de tactique et supporters inconditionnels, quelle est votre lecture de cette rencontre? Quel est votre pronostic exact pour ce choc intercontinental entre l'Écosse et la Côte d'Ivoire? Pensez-vous que le milieu de terrain ivoirien actuel, jugé vieillissant, a les capacités physiques pour exister face à des nations européennes d'une telle intensité? Le retour de Nicolas Pepe et l'intégration des binationaux comme Eli Wahi sont-ils les clés de la réussite pour le mondial? Faites exploser la barre des commentaires avec vos analyses. N'oubliez pas de liker cette vidéo pour soutenir notre travail de décryptage, partagez-la autour de vous et surtout abonnez-vous à Can Inside pour ne rater aucune de nos prochaines immersions au cœur du football mondial. Excellent match à tous, prenez soin de vous et vive le football!